Ce sont ces éléments de coopération bilatérale majeurs que l'État va utiliser pour siphonner, non seulement par l'enrichissement illicite, mais aussi les deux physionomies par lesquelles nos développements vont se faire, c'est-à-dire les programmes et les projets, selon les rythmes des moments. On va passer de programme au projet. Et donc, ces gens vont diriger de véritables enclaves au sein des gouvernements, au sein des États, avec toute une hiérarchie de cadres et d'agents qui dépendent d'eux. Et là, tout dépend de leur intégrité, s'ils prennent au passage des émoluments, donc des pas de porte sur l'industrie extractive, sur les opérations. Alors, lors de la session consacrée à la restructuration de la dette souveraine, la secrétaire générale Isabelle Bouy avait invité toutes les parties prenantes, tous les shareholders comme on dit, les pays créanciers, les pays emprunteurs, à un dialogue. Et elle disait que ce dialogue permettra de développer des analyses communes des risques actuels, mais également de réfléchir aux moyens de prévenir de nouvelles crises, en mettant en avant le travail réalisé ces dernières années par le Club de Paris, où une première définition des principes de financement soutenable avait été faite en 2016, conduisant en 2017 à leur adoption par les pays du G20. Et selon cette dame, la mise en œuvre de ces principes par l'ensemble des acteurs créanciers officiels, créanciers privés et pays emprunteurs doit désormais être une des grandes priorités de la communauté internationale afin de réduire les risques de nouvelles crises de la dette dans les pays en développement. Ça a été des vœux pieux, parce que la crise, elle est là, elle est en train de surgir, et nous allons clairement être de nouveau soumis à des plans d'austérité. Or, la soumission aux desiderata des bailleurs et des clubs de créditeurs s'est faite dans un dispositif néocolonial qui est en train de s'effondrer. Le nôtre, c'est le dispositif néocolonial français, il est en train de s'écrouler. Et évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui va le remplacer si nous n'avons pas la capacité nous-mêmes de générer un sursaut. Alors, il est erroné, parce que tout mon plaidoyer, c'est de dire qu'il faut qu'on ait un club des emprunteurs. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables, au niveau du continent, de former un bloc uni sur la question de la dette. Donc, c'est vrai qu'il est erroné de croire qu'il n'existe pas de façon tacite un club des emprunteurs. D'abord, il a été façonné dans le groupe des 77, dans le mouvement des non-alignés, dans les PPTE, les pays pauvres très endettés. Tous ces gens qui ont été, d'une certaine façon, victimes des ajustements structurels néolibéraux et des politiques de développement de l'OCDE, objectivement, ce club existe. Ce club existe parce qu'il a formulé des demandes plus ou moins concertées. Il y a quelques semaines, vous en souvenez peut-être, le groupe de travail africain de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est coordonné par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, les ministres de Finances, l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la CEA, Afreximbank et la Banque mondiale, avec quelques administrateurs du FMI. Et ces gens ont tous réclamé un FMI plus adapté et probablement à Marrakech, on a entendu une redite de toutes ces choses-là. Les ministres ont fait, dans la marge de manœuvre très étroite, des demandes très claires qu'il faut juste rappeler parce que parfois aussi on dit qu'ils ne font rien, ils font quelque chose, mais c'est absolument insignifiant. Dans le rapport de force, les ministres, par exemple, ont déploré l'insuffisance des ressources du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté du FMI et réclamé une action immédiate pour augmenter les promesses de financement et d'assurer la viabilité à long terme. Ils ont aussi insisté pour mettre fin au remboursement des coûts administratifs et pour vendre une partie des réserves d'or du FMI à moyen terme afin d'accroître la disponibilité des financements. Et ils ont réexaminé les limites d'accès au fur et à mesure de la disponibilité des ressources et réclamé que la limite d'accès annuelle soit portée à 200% de la quote-part et que la limite d'accès cumulée soit portée à 600% de la quote-part. Ils ont exhorté le FMI à relever les limites d'accès annuelles de 50% à 100% et ils ont demandé le plafonnement du taux d'intérêt des droits de tirage spéciaux, surtout pour les pays à faible revenu, pour qui c'est vraiment insupportable. Ils ont réclamé la suspension ou l'annulation des surcharges pendant au moins 3 ans. Le président du Kenya récemment a réclamé un moratoire d'une dizaine d'années pour compenser les effets de la pandémie. Et donc, on sait qu'il y a quand même un effort. Mais si vous prenez cette question des quotes-parts, la révision des quotes-parts du FMI en 2023 est l'occasion de remédier à ces déséquilibres. Et les ministres, effectivement, ont noté les déséquilibres des quotes-parts, soit une sous-attribution
des quotes-parts aux pays à revenus faibles ou intermédiaires qui réduit leur représentation dans la prise de décision et qui affaiblit l'efficacité du système des droits de tirage spéciaux. Donc avec 1,4 milliard d'habitants, la quote-part de l'Afrique est inférieure à celle de l'Allemagne, qui ne compte pourtant que 83 millions d'habitants. Donc c'est clair qu'il faut revoir les quotes-parts, notamment en réduisant le poids accordé aux catégories actuelles, à savoir l'ouverture et la réserve, et prévoir peut-être une autre catégorie qui tienne compte de l'exposition et de la vulnérabilité. Les ministres ont aussi demandé une taxe d'accès au marché, du style la taxe Tobin, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, moi, ce que j'essaie de dire, un peu dans la lancée des travaux et des efforts de Thomas Sankara dans cette journée historique, c'est qu'il serait opportun que les pays africains, en attendant qu'on ait un plan continental de développement, qu'on ait une union politique et une politique de la monnaie unique, il serait important que les pays africains envisagent une transition de rupture, ce que j'appelle un consortium des pays emprunteurs. Alors, ce consortium des pays emprunteurs serait une entité africaine qui serait supranationale, une entité de partenariat et de coopération qui pourrait renforcer leur pouvoir de négociation et l'exécution d'une ou plusieurs opérations économiques au remboursement de prêts. Et donc, on pourrait imaginer un système qui permettrait des accords de consortium vis-à-vis de chaque bailleur et créditeur. Par exemple, on pourrait exiger de participer au sein du Club de Paris aux négociations qui nous concernent, ce qui n'est toujours pas le cas. Le consortium devrait au préalable s'entendre bien sûr à l'interne sur la gestion des finances publiques, soit la gestion de la dette, la gestion de la dépense publique. On pourrait aussi s'entendre comment sécuriser les ressources de manière efficace, efficiente et transparente, comment gérer les dépenses et les recettes, comment on pourrait freiner la corruption, la fuite de capitaux qui est incroyable, l'évasion fiscale, la mauvaise gouvernance et contrer certains effets de la mondialisation et de l'économie des échanges. Une des choses qui est souhaitable, c'est que le consortium pourrait procéder à un audit des dettes, initier de larges mobilisations pour les répudiations des dettes souveraines, surtout de la dette odieuse, les dettes coloniales, les dettes comme celle de l'apartheid, les dettes qui sont illégitimes, celles qui ont été contractées par des leaders qui les ont utilisées à leur fonds propres pour leur propre reproduction clientèle. On pourrait imaginer aussi que ce consortium se mobilise pour construire une nouvelle architecture financière au moins africaine, pour ne pas dire internationale, plus démocratique et assurer une action concertée. Et cette action concertée, ce serait en fait comment emprunter intelligemment. Alors dans ce cas, si on allait dans ce sens, on pourrait voir effectivement une certaine viabilité, une transparence de la dette, en fait comment emprunter sans risque de se surendetter. Et là, la marge de manœuvre, ce serait qu'on pourrait varier les sources de financement et de prêts. On pourrait choisir de contracter avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays que nos bailleurs habituels et maintenir un barème à ne pas franchir en termes de taux d'intérêt et surtout un barème en termes de conditionnalité parce que ce sont ces conditionnalités, surtout celles qui couchent les conditions sociales, l'éducation, le milieu culturel, les infrastructures qui ne doivent pas être imposées par les institutions financières, tout ce qui est en fait insupportable pour nos populations. On pourrait même imaginer se doter d'un mécanisme d'assurance relais en cas de non-remboursement pour des causes très graves, lorsqu'il y a par exemple, comme ça vient d'arriver au Maroc, l'entraînement de terre ou pour tous les pays sahéliens qui sont affectés par la guerre, qui ne peuvent pas faire face à leurs obligations. Collectivement, on pourrait invoquer la suspension ou l'annulation de remboursement en raison de l'état de nécessité ou de dispositions juridiques internationales comme le changement fondamental de circonstances qui n'est pas le fait du débiteur. Et ça existe dans le droit. C'est par exemple la situation de l'agression djihadiste qu'il y a dans les pays du Sahel. Donc, on pourrait, si on se mettait ensemble, résister à emprunter et de commercer en devises étrangères. On pourrait faire ça dans nos devises si on était assez solide du point de vue financier. Ça se suppose dans notre zone, par exemple, qu'on sorte du franc CFA et qu'on commence véritablement à avoir nos propres monnaies. Et si jamais on peut pousser le délire de résistance, pousser notre position au sein même de la Banque mondiale, en notant que même cette organisation dont je conteste la légitimité, c'est-à-dire proposer
une banque mondiale qui prête sans taux d'intérêt et pour des projets et des programmes qui soient respectueux des populations, respectueux des peuples et de l'environnement. Et en notant qu'on accepte que le Fonds monétaire existe toujours, ce que je doute, freiner la spéculation financière des banques, la fraude et l'évasion fiscale en garantissant la stabilité des monnaies, ce qui est aussi une des grandes vulnérabilités que nous avons. Il y a tellement d'autres avantages, peut-être le temps nous manque, mais si on se mettait ensemble, cette idée de consortium des emprunteurs nous permettrait de gérer collectivement une plateforme ou un panier commun par lequel des emprunteurs peuvent obtenir un prêt. On pourrait collectivement acheter des titres qui prennent de la valeur lorsque les prêts sont remboursés. On pourrait permettre aux entreprises publiques et privées d'emprunter jusqu'à un montant qui est mutuellement consenti et agréé, donc créer des plafonds. Et même la durée du remboursement pourra dépendre du montant et du profil de l'emprunteur. Et donc là, on pourrait imaginer un fonds d'investissement pour injecter dans les dépenses d'infrastructures communes les biens. Et donc vraiment ici, la question n'est pas de dire que la dette n'est pas bonne, c'est de dire que nous devons, comme pays africains, nous battre d'abord pour augmenter notre épargne intérieure. Parce que c'est comment on maîtrise notre accumulation qui permet qu'on dégage une épargne intérieure. Si vous n'avez pas une épargne intérieure forte, à ce moment, vous êtes condamné à avoir une dette. Or, dans le capitalisme, ce qui permet à la plupart des gens dans le système capitaliste de vivre, ce n'est pas le fait qu'ils ont de l'argent, c'est le fait qu'ils aient accès au crédit. C'est-à-dire qu'ils ont une carte de crédit qu'ils peuvent rembourser. La plupart des gens que vous voyez qu'on envie, en fait, ils vivent au-dessus de leurs moyens. C'est la carte de crédit qui leur permet de faire face aux dépenses, qui ne sont pas des dépenses somptuaires, c'est l'achat de leur maison, leur hypothèque, etc. Donc tout est fait à crédit. Le système est construit sur le modèle du crédit. Donc il n'est pas sûr que ce soit la façon par laquelle nous devons orienter nos économies, mais si nous sommes obligés de le faire, à ce moment, il faut qu'on prenne des mesures un peu comme celles que je suggérais. Mais c'est vraiment la bataille pour la défense de nos ressources nationales, la bataille pour la maîtrise de nos ressources nationales, la bataille pour la maîtrise de l'eau, la bataille pour pouvoir assurer une véritable souveraineté, pour construire un projet à caractère fédéral africain qui est à l'ordre du jour de ces jeunesses qui s'éveillent. Et donc, dans une journée comme cela, ce n'est pas d'avoir un t-shirt Sankara, de répéter ce qu'il voulait, c'est de comprendre en fait quel était le projet de société derrière lui. Ici, dans un pays comme le Sénégal, nous avons proposé un projet que nous avons appelé Saine Égalité, qui est un projet de développement autocentré, axé sur la capacité de maîtriser son accumulation et tourné vers les pays de la région d'abord et vers les autres pays africains, en espérant que s'ils se mettaient en face et en phase, on aurait une synergie. Et donc, c'est un travail de rigueur qu'on vous convie de regarder, mais qui est vraiment dans l'esprit que ces gens qui ont payé de leur vie, Cabral, Fanon, Sankara, Ben Barka, Lumumba, etc., ont essayé. Donc ce sont ces ancêtres de l'avenir que vous voyez souvent sous les t-shirts des jeunes. Et la question n'est pas seulement de les arborer, mais de comprendre en réalité quel était le projet de société qu'ils avaient et qu'est-ce qu'ils essayaient véritablement de faire. Alors, je crains que je n'ai endormi quelques camarades. J'ai vu que Ouzendia, j'ai presque réussi à l'endormir à coup de finance. Mais nous sommes vraiment désolés du temps que nous avons perdu en début de cette session et de mon délire verbal. Mais je tenais vraiment, en guise de conclusion, de rappeler l'importance que nous avons eue à faire cette lutte contre l'impunité. Nous avons réussi, on peut dire qu'on a réussi à 70% à faire condamner les assassins de Thomas Sankara, mais nous savons aussi que les commanditaires en France et ailleurs aux États-Unis sont toujours libres, certains sont vieillissants, et que les responsabilités d'État font que la disjonction faite par le tribunal militaire doit permettre de nouveau qu'on puisse aller vers ce volet international du procès, et nous demandons évidemment la mobilisation pour le soutien de nos avocats extrêmement courageux qui, pendant ces 26 années, n'ont pas arrêté de lutter pour ce travail. En même temps, nous avons profité de ce sommet à Marrakech, ville affligée par ce tremblement de terre, pour rappeler à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, leur responsabilité historique dans le fait qu'ils ont sinistré les économies africaines et qu'on ne peut pas imposer indéfiniment des plans d'austérité et qu'ils doivent accepter la souveraineté de nos pays. Et ça, c'est répondre à la question de l'emploi de nos jeunesses qui sont
vu le taux de croissance démographique, les exigences les plus fondamentales de survie et dans la dignité. Et donc, un emploi pour les jeunes, changer les mentalités masculines, changer la condition féminine, donner plus de pouvoir aux masses laborieuses, principalement rurales, redresser les inégalités dans les sociétés, tout cela demande beaucoup d'argent. Défendre le bien commun, avoir une eau potable à l'échelle de la population, ça demande beaucoup d'argent. Et cet argent ne peut pas être dilapidé dans des dépenses somptueuses, ne peut pas être dilapidé dans des dépenses improductives, comme vous le voyez dans la plupart des villes africaines, c'est-à-dire dans les immeubles et dans la spéculation foncière. Ils doivent rentrer dans les systèmes productifs et ces systèmes productifs eux-mêmes doivent considérer que le développement, par essence, n'est pas quelque chose de neutre. Le développement doit prendre en compte nos conceptions culturelles, doit prendre en compte nos propres besoins, c'est-à-dire comprendre que ce développement n'est pas lui-même un phénomène qui est innocent, c'est un phénomène qui est prédateur, qui lorsqu'il est laissé à lui-même, surtout dans le cadre du capitalisme, a provoqué ce qu'on appelle le capitalocène, c'est-à-dire une destruction des relations sociales, une destruction de l'environnement. Et devant cette grande difficulté que j'ai rapidement exposée, les peuples s'accrochent comme ils peuvent aux croyances, c'est-à-dire aux croyances à caractère religieux et surtout à des croyances à caractère obscurantiste, c'est-à-dire de penser que des déterminismes divins vont venir les assister. Et ce discours est non seulement très prégnant, mais c'est un discours démobilisant dans la mesure où notre islam noir, syncrétique, qui a su associer autant la christianité que la judaïté dans nos conceptions religieuses, ont créé un syncrétisme, c'est-à-dire que nous avons négrifié, tropicalisé l'islam ou tropicalisé l'Église. Or, les fondamentalismes religieux viennent nous dire que notre façon de faire l'islam, notre façon de faire la chrétienté n'est pas la bonne et il faudrait revenir à des modèles de type beaucoup plus pur, et donc c'est la base du raisonnement fondamentaliste. Et voilà pourquoi cela détruisent les mosquées, brûlent les manuscrits de Tombouctou et font des déferlantes sur les sociétés théocratiques anciennes qui étaient le propre des résistances africaines en voulant nous imposer un islam de type wahhabite ou qatari, etc., qui lui-même a été soutenu par les financements américains des pays de l'impérialisme, alors qu'il y a une propre dynamique locale à ces phénomènes. Donc, c'est cette chose-là qui aujourd'hui menace la zone sahélienne, le pays même des hommes intègres, et qui s'est saisi d'une grande partie du territoire du Mali et du Niger, et qui est au cœur de ce dispositif qui fait que la bataille, elle est bien sûr économique, mais aujourd'hui la bataille, elle est aussi géopolitique. Et cette bataille, si nous la perdons au niveau géopolitique, ça n'est fini de l'Afrique. Puisqu'aujourd'hui, vous avez un nouveau scramble, c'est-à-dire vous avez une nouvelle course au clocher où toutes les forces de dépossession sont là, y compris des acteurs qui n'étaient pas là avant, des Israéliens, des Turcs, des Marocains en prête-nom de d'autres puissances, les Allemands et d'autres puissances qui sont extrêmement prégnantes. Et donc, si les Africains ne se ressaisissent pas, s'ils n'écoutent pas le discours de personnages comme Thomas Sankara, de comprendre que la souveraineté panafricaine doit être défendue, pas au niveau des discours, on ne le comprendrait pas. S'ils ne comprennent pas que ce n'est pas par un racisme suprémaciste noir du style Black is Beautiful qu'on va résoudre ce problème, c'est encore une des autres impasses dans laquelle beaucoup de nos gens se fourvoient et on est venu accaparer nos leaders en disant c'est ça qu'ils voulaient. Nos leaders ne voulaient pas cela, ils voulaient un monde universel, ils voulaient un monde ouvert dans lequel on comprend très bien qu'il n'y a qu'une race humaine, il n'y a aucune hiérarchie entre les races et que la condition noire doit être défendue partout en diaspora et sur le continent africain et que l'Afrique est une et indivisible, que l'Afrique est un continent où on ne renoncera pas à l'Afrique du Nord sous le prétexte qu'il n'est pas subsaharien. Nous voulons une Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, intégrant les diasporas tel que l'a montré le sommet Bambata dans la lutte contre l'apartheid qu'avait initié Thomas Sankara. Donc c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette journée solennelle de commémoration au nom de tous les membres du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, de nos différentes sections. Je remercie donc ceux qui étaient en ligne et ceux qui ont de peine et de misère pu venir à cette salle du centre de Bop, le centre Malick Gaye, qui est un haut lieu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas en ligne, un haut lieu du Forum social africain, là où plusieurs batailles épiques sur plusieurs causes civiques
ont été faites et nous remercions Mignane Diouf et Fatima Tassi qui nous ont permis en toute dernière minute d'avoir accès à cette salle. Voilà, merci beaucoup. Donc comme on n'entend pas très bien ce que Marianne a dit, mais elle explique effectivement qu'il était important de souligner l'apport depuis l'Antiquité des femmes qui ont lutté pour la condition de l'Afrique, et principalement les femmes panafricaines. Et elle cite évidemment la Mat, donc la déesse qui personnifie la justice sociale, l'intégrité, et qu'il est toujours important de rappeler ce rôle des femmes. Et effectivement, Thomas Sankara a donné une place particulière, unique en fait, à la condition féminine, qu'aucun chef d'État, en tout cas sur le continent, n'avait jamais donné. Et c'est vrai que les apports en très peu d'années se voient encore aujourd'hui. Les libertés acquises par ces femmes, qui ont pu arracher des parcelles de décision et des pouvoirs, n'auraient pas été possibles sans la révolution du Burkina. Et jusqu'à présent, servent de modèle dans plusieurs pays. Merci beaucoup, Marianne, de rappeler cela. Merci. Alors, c'est évidemment un très bon commentaire. C'est sûr qu'il est très important pour les jeunes générations, comme on l'a expliqué, de lire. Et l'avantage, même s'il a été bref, c'est que Thomas Sankara est écrit. Donc, il y a le discours d'orientation populaire. On peut voir de façon spectaculaire que certains sankaristes aujourd'hui demandent le retour de forces rétrogrades traditionnelles qui avaient été évincées durant la Révolution. Ou que beaucoup de sankarisme s'éloignent de ce discours d'orientation populaire, qui n'a bien sûr pas le monopole de la Révolution, mais qui avait quand même tracé un projet de société. Donc la résistance des jeunes aujourd'hui, qu'il faut rappeler très courageux, osent aller s'interposer devant des gens qui sont surarmés et qui supposément vont au paradis en mourant, doit être soulignée. Mais en même temps, se pose l'équation que vous posez, qui est on ne peut pas quitter un parrainage encombrant pour en solliciter un autre. Sauf que si nous n'avons pas les armements et la formation pour pouvoir le faire, ces forces-là dépaissent et occupent le territoire. Il y a d'autres enjeux qui ne sont pas l'enjeu irrédentiste, sécessionniste ou religieux. Il y a aussi des enjeux de trafic, des enjeux de pouvoir, des enjeux de possession de terres, d'accaparement agricole, de rivalité interethnique. En fait, tout cela se conjugue dans l'effort intestin de détruire et de déstabiliser les territoires. Dans le cas de l'accord du Mali, d'Alger, c'est clair que le Mali a été dans une situation où on est passé presque du compromis à la compromission et où le plan de l'Azawad, qui est un plan qui avait été initié par Mesmer et Houphouët-Boigny, de partition du pays, est remis au goût du jour. Et certaines forces qui sont agissantes, par exemple le Moudjahou n'est pas nécessairement un mouvement islamiste, mais d'autres formes islamistes se sont greffées à certains de ces mouvements à caractère sécessionniste. Et donc la tentation est d'aller chercher une aide extérieure pour nous défendre. En toute franchise, si ça n'était qu'à moi, devant ce qui se passe, il faudrait qu'on ait une armée continentale ouest-africaine, quitte à aller chercher des gens qui nous ont vraiment aidés dans les luttes de libération. Je parlerai des Cubains. Parce que franchement, d'après moi, mis à part Cuba, je ne vois pas qui d'autre nous a aidés dans les luttes de libération de façon détachée et désintéressée. S'il y en a, qu'on me dise lesquels. Je n'ai vu que l'exemple cubain qui a donné, surtout depuis l'opération Carlota en Angola, un exemple où leur propre sang s'est versé pour que l'Afrique soit libre. Ils l'ont fait dans d'autres situations, en Algérie, au Congo, etc. Donc, je ne dis pas qu'on ait besoin nécessairement d'une tutelle étrangère, mais parfois, vous tendez la main même au diable pour vous débarrasser des diables qui sont sur place. Donc, on peut comprendre la tentation que certains ont à aller chercher des liens. En même temps, dans le bassin sahélien, surtout dans l'expérience malienne et guinéenne, beaucoup de gens ont étudié dans les pays de l'Est et il y a une tradition de connivence et de lien avec les pays de l'Est. Donc ce n'est pas un phénomène récent d'avoir des gens qui eux-mêmes parlent russe, bulgare, tchèque. Donc ce n'est pas nouveau qu'ils aient des transactions avec ces forces-là. Maintenant la question c'est,
Est-ce qu'il est moralement, éthiquement juste de se lier, par exemple, à une force qui serait de type mercenarial, puisque nous avons toujours critiqué les mercenaires, les Bob Denard, etc. Pourquoi est-ce qu'on accepterait des mercenaires, fussent-ils russes? Surtout qu'ils se font payer à même les dividendes directs de l'État, l'or, etc. Et c'est tout simplement la situation de précarité et la faiblesse des États-nations africains qui font qu'on est obligé d'aller sous cette tutelle. Mais en même temps, il faut rappeler que l'essentiel de nos dispositifs militaires sont déjà sous la tutelle de l'OTAN, de l'AFRICOM ou des accords de défense qui ont été signés de façon secrète avec l'ancienne puissance coloniale. Et donc, il est d'ailleurs paradoxal de voir que tous les états-majors qui ont perpétré les coups d'État dans les 4 pays ont été formés par l'AFRICOM. C'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, c'est un fait. Et ça, c'est le fait tout simplement que les manœuvres, l'instruction a été assurée par cette instance depuis une vingtaine d'années, pour ne pas dire 30 ans. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, la liberté que je trouve, c'est que nous ayons d'abord une coopération intra-africaine. Nous avons assez de militaires chevronnés. Je vois ici le général Khan. Il y a plein de gens qui connaissent le dispositif militaire. Il y a des gens qui ont l'intelligence de comprendre de façon tactique comment nous devons nous défendre. Et même si ces gens sont à la retraite, ils ont une intelligence tactique pour pouvoir donner leur avis. Et très souvent, ils ne sont pas consultés. On va aller chercher des expertises étrangères alors qu'on les a chez nous. Il y a aussi le fait que nous ne devons pas sous-estimer la capacité opérationnelle de nos propres forces. Si chacune de nos pays offrait entre 1000 à 3000 soldats des forces spéciales, on bouterait dehors ces forces-là. Mais un peu comme ça a été à Vichy sous l'occupation, lorsque les forces françaises libres seront retrouvées devant les forces nazies, ça a pris la collaboration internationaliste. Et je crois qu'il faut qu'on redécouvre les vertus de l'internationalisme, cet internationalisme panafricain dans cette question du Sahel, parce que c'est une bombe à retardement et on ne peut pas sacrifier nos jeunesses. En même temps, il faut questionner l'enjeu des coups d'État qui ne sont pas militaires, qui sont des coups d'État constitutionnels qui permettent à des civils aussi de rester en selle lorsque les modèles de démocratisation ne sont pas là. Donc vous voyez, votre question vraiment soulève beaucoup des enjeux et nous n'avons pas les réponses, mais je crois que ça fait partie possiblement des éléments de réponse. Merci. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils considèrent qu'au-delà de l'homme, du personnage et de son œuvre politique, c'était comment introduire cela dans les curriculums académiques. Bon, il faut rappeler qu'il y a quand même, je crois maintenant, une université qui porte son nom au Burkina, mais à l'instar de beaucoup d'endroits, comme ici l'université de Cheikh Anta Diop, ce n'est pas parce qu'on donne un nom que nécessairement on prodigue le contenu de l'enseignement de ces penseurs-là. Et dans la perspective d'une université africaine, l'université panafricaine, elle est normalement à Yaoundé, donc il y a tout un réseau qui a été pensé. Donc c'est à nous en fait de pousser afin de pouvoir réfléchir à l'intégration de ces systèmes de savoir et de pouvoir y arriver. Bon, maintenant, il y a d'éminentes personnes ici qui peuvent donner leur avis, qui ont, bon, je vois des camarades qui ont eu déjà œuvré dans cet univers, qui sont probablement mieux placés pour moi que moi, comme Ibrahim Assal ici, qui a travaillé au Codesria. Je pense qu'il y a des efforts d'intégration des langues dans les curriculums qui doivent être faits, et je crois que votre suggestion est plus que bien entendue. Tout le monde est convaincu de cela. C'est les volontés politiques, je crois, des régimes qui font défaut. Comment on envisage les transitions de rupture et quelles possibilités de collaboration existent avec d'autres formations sociales qui seraient dans la même condition? Bon, c'est sûr que là, c'est l'objet d'une autre conférence, mais vraiment, pour être très bref, par transition de rupture, nous décrivons en fait les avancées à caractère révolutionnaire qui peuvent surgir par-ci, par-là, ou en tout cas un changement du rapport de force, soit de type néocolonial, ou en tout cas une prise de pouvoir par des éléments qui viennent perturber les dispositifs hégémoniques déjà existants. Bien sûr que nous préférons que cela soit dans une perspective progressiste, mais ça peut très bien ne pas l'être, être complètement dans une perspective d'inversion ou rétrograde. Donc notre cas est plutôt dans le cas d'avancées à caractère potentiellement révolutionnaire. C'est ce qui s'est passé dans l'épisode sankariste. On ne peut pas dire que l'épisode sankariste était une révolution dans le sens que les populations n'étaient pas
nécessairement mûre et consciente pour le faire, mais une avant-garde a précipité le processus lorsque des conditions étaient relativement réunies. Et malheureusement, ça a pris la forme d'un coup d'État, d'abord pour libérer Thomas Sankara, mais très vite pour infléchir une démarche proactive qui a été brève, puisqu'elle a pratiquement eu que 4 ans d'existence. Mais en 4 ans, on a commencé à avoir un changement des rapports de production. Donc on peut effectivement, à la différence de la Tunisie ou de l'Égypte, ou des moments à caractère révolutionnaire, dire que oui, on a pu assister à un frémissement, un changement dans le rapport de force au niveau des propriétés, de la redistribution de la terre, de l'accès à la paysannerie, du changement en faveur des femmes, d'une redistribution du système de revenus, d'un autre rapport néocolonial, en tout cas, qui était rompu avec les forces impérialistes de l'époque. Et une politique de solidarité internationale qui a marqué les relations extérieures. Donc ça a quand même été quelque chose de patent, qui était bref, mais qui, s'il avait été continué, aurait pu effectivement peut-être donner des fruits. Il y a eu beaucoup d'autres initiatives comme celle-là qui ont été découragées. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'il est possible, pour la gauche en tout cas, de se mettre ensemble pour aller vers des transitions de rupture et les maintenir, c'est-à-dire maintenir une cadence. Ce à quoi on assiste jusqu'à présent, c'est plutôt des gauches qui se compromettent dans des attelages plus ou moins néolibéraux par la force des rapports de force, ou alors des gauches qui sont relativement anémiées, qui n'arrivent pas à se consolider, à se cristalliser, à faire un bloc et comprendre que l'ennemi en face est puissant parce qu'en fait, eux au moins, ils sont unis. Et donc la transition de rupture exige cette synergie, cette renonciation d'abord au niveau des classes qui luttent, de comprendre que ça va être un véritable sacrifice. Il va y avoir presque une génération qui va devoir se sacrifier. Je crois que c'était celle que les Sankara incarnaient, c'est-à-dire des gens qui savaient qu'ils n'allaient peut-être pas récolter de leur vivant, que leur vie allait être exposée, mais qu'ils allaient provoquer cette transformation et que la jeunesse qui suivait, qui est quand même l'essentiel de la jeunesse du pays, allait soutenir la démarche de façon proactive. C'est cette transition de rupture, en tout cas, que nous, on appelle de nos voeux. Et une fois de plus, Chantal, je crois que c'est l'internationalisme qui est la réponse. C'est de regarder ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, par exemple. C'est une aberration. Mais on ne peut pas simplement être soutenu du Hamas quand on sait que le Hamas a été soutenu et créé aussi par les forces israéliennes. Donc, comme toutes ces formes fondamentalistes, ces organisations à caractère religieux ont toujours été créées ou soutenues pour défaire les élans progressistes, révolutionnaires ou nationalistes. Dans tout le monde arabe, depuis le début de la colonisation, c'est la même recette qui est utilisée ad nauseam. Et Israël a su le faire en créant un monstre qu'elle savait serait absolument contre elle, puisque le mot d'ordre c'est la disparition de l'État d'Israël, mais pourrait justifier ensuite sa répression et sa colonisation. Donc c'était un élément commode qui de surcroît permettait la division du peuple palestinien. Donc si on n'est pas conscient de ça, l'internationalisme fait qu'on peut avoir des errements ou des soutiens qui sont en fait égarés. Donc il faut avoir la lisibilité, autant de ce qui s'est passé au Nicaragua, au Venezuela, en Haïti, de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre qui sont les forces et les acteurs avec lesquels on doit se lier, et comprendre comment se fait le rapport de force vis-à-vis de l'étranger. Lorsque ça, on le comprend, ces mécanismes de transition de rupture, à ce moment, font des alliances avec des gens qui sont vraiment solides. Je ne sais pas si ça répond à vos éléments, mais il y a d'autres questions sur la salle. Je donne rapidement la question à Richard et Zagré, et ensuite on va devoir passer le micro à la salle, si vous permettez. Voilà, donc la personne veut savoir s'il ne faudrait pas déferler sur Bamako et Ouaga et en faire des zones d'incubation d'intelligence stratégique. On va demander aux jeunes volontaires dans la salle. Mais bon, comme vous le savez, les jeunes qui ont été mis sous les milices d'autodéfense au Burkina, ça ne s'improvise pas, ces choses-là. Quand on va devant des gens qui sont aguerris, des gens qui ont lutté, qui savent tirer, qui savent faire la guerre, vous envoyez des gens qui ne l'ont jamais fait, c'est toujours un très grand risque. Mais ça fait partie, malheureusement, de la résistance, comme dans tout peuple occupé. Lorsque nos ancêtres ont été devant des situations où il fallait lutter, ça fait partie de l'enjeu. Mais je crois que malheureusement, ça ne s'improvise pas. Il y a des connaissances stratégiques et militaires qui existent, qu'il faut solliciter. Mais c'est clair qu'en termes de solidarité, pour l'instant, elle reste au niveau verbal, y compris même dans nos rangs. Nous n'avons pas su
avoir une intelligence tactique de mobilisation, d'aller au-delà des discours de solidarité pour la défense commune du territoire. Donc peut-être que c'est la prochaine étape, mais ça fait partie des choses à envisager parce que d'aucune façon, on ne peut laisser l'obscurantisme prendre nos États. Les États panafricains doivent être séculaires, laïques, articulés sur des modes de régulation africaines, redécouvrant nos valeurs. Et pour cela, il faut être prêt à se sacrifier, bien sûr, pour le faire. Alors, Richard, bon, très rapidement, Richard, Maguette Sog et Zagré, avant que je donne le micro à la salle. Donc, la question j'espère qu'il va reconnecter. Ok, désolé, il y a une petite interruption. Donc, la question de Richard, c'était: que pensez-vous de la dynamique de l'intervention sous l'égide du Kenya en Haïti et les risques que ça fait encourir, évidemment, à la question panafricaine, sous le prétexte qu'il s'agit donc d'un pays noir qui viendrait intervenir, etc. Donc, les agendas d'interposition, surtout dans le cas d'Haïti, ont été désastreux, que ce soit dans l'histoire du tremblement de terre, du choléra, des abus par les forces d'interposition. Mais l'enjeu actuellement, c'est de comprendre quelle est la nature de classe du régime en Haïti, dans quelle mesure est-ce que le régime actuellement en place et les différents régimes sont derrière les gangs qui contrôlent les villes et les banlieues haïtiennes. Est-ce que c'est elles qui organisent ou bien est-ce qu'il y a déjà des dynamiques propres qui échappent au contrôle de cet État mafieux? Et donc c'est de là que joue l'équation. Donc on peut imaginer deux scénarios. Le premier scénario, c'est que jusqu'à présent, les forces d'interposition sont conformes aux vœux de l'impérialisme de traduire le rapport hégémonique de contrôle des zones qui leur échappent. Et dans ce cas, on resterait dans le schéma d'interposition classique. Ou alors on imaginerait qu'une nouvelle façon de faire, par une plus grande proactivité et la participation des sociétés civiles actives haïtiennes, qu'on écoute ce que disent les Haïtiens, pour pouvoir véritablement régler leurs propres problèmes. Dans la gauche haïtienne, le point de vue, c'est que cette force est une énième force d'interposition, de contrôle, et d'aucune façon elle ne va régler le problème, qu'on devrait considérer leur propre position. Ils ont quelques propositions qui sont faites sur la désagrégation de la société par ces gangs et par les pouvoirs mafieux. Mais la question ici, c'est véritablement quel est le rôle de Washington, qui est principalement la courroie de transmission des élites dirigeantes. Vraiment, c'est très gênant d'avoir effectivement un pays africain dans cette position-là. L'Union africaine elle-même a du mal à réguler ces crises sur le continent, mais en même temps, en signe de solidarité, peut-être qu'on a une occasion de surveiller davantage la société civile, les acteurs africains, de surveiller cette interposition dans une acception qui n'était jamais arrivée avant, puisque le coup est déjà parti. Peut-être que notre plus grande vigilance sur les possibilités d'exaction, sur leur action, sur leur mandat, pourrait être déjà discuté entre panafricains pour voir quelle est la marge de manœuvre possible qui leur est donnée. Mais en tout cas, c'est une question qui est très questionnable et qui est actuellement débattue de façon négative par la plupart des acteurs qui connaissent Haïti, qui est quand même le symbole de la résistance du peuple noir, la Première République. Donc c'est un peu les éléments. Et il y a deux questions pour finir, Zagré et Maguette Sog. Donc ils demandent les sources d'informations disponibles. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, effectivement, par exemple le site du biographe de Thomas Sankara, c'est thomassankara.net en un seul mot, et vous avez une grande recension faite par son biographe et par la plupart des gens qui ont travaillé sur le sankarisme. Sa deuxième question, c'est vraiment les similitudes qu'il y aurait entre le régime actuel d'Ibrahim Traoré et Thomas Sankara, parce qu'on voit qu'il, à la limite, il limite beaucoup la gestuelle, les comportements. C'est sûr qu'en commun, comme l'a dit Sankara lui-même, un militaire sans conscience politique est un criminel en puissance. Donc, je pense que l'actuel chef de l'État burkinabé a pris conscience de ça. Le geste qui vient d'être fait d'honorer la mémoire en faisant un héros national, bon, c'est pas nouveau, même Blaise Compaoré l'avait fait. Mais moi, je regarde au niveau de son discours, la rupture qu'il démontre vis-à-vis des forces extérieures et de l'impérialisme semble être effective. Donc vraiment, on a des gestes spectaculaires de rupture. Par contre, on ne sent pas la collaboration avec les forces politiques du pays. On ne sent pas, par exemple, la collaboration avec les forces sankaristes sur le territoire.
on ne sent pas véritablement une synergie autre que sur la question de la défense nationale. Mais à sa décharge, il est venu pour défendre le territoire national de façon musclée et organisée parce que l'invasion se faisait. Donc il faudrait quand même donner une chance aux coureurs, mais je crois que les processus de démocratisation à caractère populaire, ce sont des démocratisations qui doivent offrir aux femmes, aux jeunes, la possibilité de participer aux instances de décision du pouvoir. Et on ne peut pas confisquer la presse, on ne peut pas confisquer les forces vives de la nation pour le faire. Donc être dans une situation d'exception peut-être lui permet de le faire, mais cette situation doit vraiment être brève et transitoire et ne surtout pas s'éterniser. Par contre, il faut saluer, en termes de mécanismes d'autodéfense, même si on peut les comprendre, la perspective que le Mali, le Burkina, le Niger se mettent ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas arrivé depuis l'époque du RDA historique. Et en imaginant une jonction avec la Guinée, on aurait même un point d'entrée. Je peux questionner, je ne suis pas sûr que la Guinée se retrouve sur les mêmes lignes idéologiques, mais en tout cas, cet État-là, s'il se mettait ensemble, si on allait au-delà du traité de Liptako-Gourma, on aurait un État beaucoup plus viable que le Nigeria actuel en termes de potentialité. Bon, maintenant, si ça peut forcer le processus d'intégration, si ça peut obliger au niveau démocratie populaire, bien sûr, avec participation du peuple, à une accélération du processus d'intégration, à ce moment, la Guinée, la Gambie, le Sénégal, on se retrouve dans une situation où il va falloir choisir. C'est un peu le dilemme qu'il y a eu au début des indépendances. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que du fait d'être isolés du dispositif néocolonial français, ils ont été obligés, par autodéfense, de se mettre ensemble. Maintenant, est-ce qu'ils vont pousser cela vers l'intégration politique économique? Il faudrait peut-être l'envisager. Mais ça ne peut pas se faire, cette union politique ne peut pas se faire sans l'assentiment des peuples et sans la participation populaire. Sans ça, c'est bon, je crois, des choix tactiques de militaires en position de défense. Alors, Zagré, vous êtes le dernier à intervenir. Je suis désolé, dans la salle Zoom. Allez-y, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Zagré, donc, qui rappelle que malheureusement, Thomas Sankara est devenu une sorte de fonds de commerce. Qu'à la différence des autorités actuelles, lui, il avait une vision, il avait un projet de société sur la question de la dette ou sur le type de développement qu'il préconisait. Et que les jeunes doivent vraiment s'inspirer et donc vraiment étudier le contenu de façon critique, non pas en répétant, mais en étudiant et en dépassant cet effort. Alors je vous remercie dans la salle. Je vais laisser le micro maintenant aux participants et participantes qui sont parmi nous. Nous déplorons évidemment l'erreur que nous avons commise, tactique, d'organiser en même temps qu'avait lieu l'Octobre Rose à la place du Souvenir, et donc nous sommes contraints d'avoir plusieurs camarades qui n'ont pas pu se rendre et nous en excusons. On va pouvoir essayer de distribuer cet enregistrement. Alors il y a plusieurs personnes ici qui pourraient non seulement faire des conférences entières sur ce même thème, mais avoir des commentaires qui sont liés à la journée d'aujourd'hui, mais aussi aux enjeux du panafricanisme, aux enjeux de la question de la dette, aux échéances électorales qui sont devant nous, de comment les gauches progressistes pourraient s'unir. Et vraiment, c'est un peu autour de ces questions qu'on peut partager le micro. Et j'essaierai de diriger le Zoom vers les intervenants afin que vous puissiez les voir. Donc le micro est à vous. Je remercie encore Salomon parce que ça fait plusieurs fois que j'ai l'occasion et l'opportunité de l'entendre. Et c'est toujours un développement très enrichissant. J'ai retenu et compris une chose en partant de mes expériences en tant que militant de gauche. C'est que nous sommes dans des contradictions antagoniques et qui vont perdurer. L'expérience du Sénégal a montré, de par son histoire, qu'il y a eu des forces de gauche depuis, je peux dire, le PAI, en passant par le PIT-LD, André Diouf, etc. Toute une histoire de forces politiques qui avaient pris conscience de la nécessité, en tout cas, d'éduquer le peuple sénégalais pour comprendre les mécanismes et les subtilités à travers lesquels
l'impérialisme opère pour diviser, pour nous aliéner. Je parle des systèmes aliénants qui divisent et qui développent ce qu'on appelle les mécanismes à travers donc des approches ethnicistes, xénophobes, etc. Et c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont utilisés. L'asphyxie économique, les inégalités et la misère sont tous des facteurs divisants, très limitants, et qui, avec le temps, et même qui ont eu des effets et des impacts négatifs par rapport à des gens qui sont réclamés des combattants de la liberté et pour les luttes de libération. Ils n'ont pas pu tenir à ces pressions socio-économiques, des pressions sociales, etc. Il y a eu des variations, en tout cas, dans l'intensité de l'engagement par rapport à l'idéologie déclarée et qui, par la suite, a produit ce qu'on appelle les familles éclatées, les approches opportunistes, la collaboration avec le système néolibéral. L'exemple du Sénégal depuis l'entrisme, et même avant, donc montrer qu'il y a des choses qu'il faudra d'abord essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est clair et net que les tenants d'un pouvoir, comme vous l'avez dit, M. Salam, camarade, c'est une minorité d'individus. Donc, ce qu'on peut appeler à l'époque, il y a eu le capitalisme monopolistique d'État, il y a tellement de formulations, mais c'est toujours l'impérialisme dans sa manière de s'organiser pour continuer à dominer et à pérenniser. Donc, à exploiter les ressources humaines. Nous avons vu tout le gaspillage qui a été fait. Si on prend l'histoire de l'humanité, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, etc., les guerres et les conflits qui sont donc provoqués, les mouvements djihadistes qui sont provoqués, les divisions, etc., qui empêchent à la longue. Et ça crée une confusion, et surtout quand il y a une dégénérescence de force qui, par la suite, donc, collabore avec ses ennemis et ses adversaires d'antan. Ça crée une confusion dans la tête d'une jeunesse qui veut comprendre. Pour moi, l'impact de tout cela donc, a joué négativement. Il faut qu'il y ait des bilans. Il faut qu'il y ait donc de la critique et de l'autocritique. Nous sommes des dialecticiens. Nous savons que le monde n'est pas figé. Et que les instruments et les approches changent. Même l'ennemi qui veut pérenniser son système mobilise ses experts pour effectivement entrer dans créer les nouvelles situations qui nous mettent toujours dans des chaos et un éternel recommencement. Et à travers ça, nous sommes même parfois entraînés dans ce qu'on appelle de nouveaux concepts que l'on crée à travers des ONG qui nous les vulgarisent. L'ordre mondial, la souveraineté alimentaire, etc. Mais tout est question de souveraineté. Toute entité sociale a besoin de créer les conditions de son indépendance, de sa souveraineté. Et la base économique, elle est fondamentale. L'approche mutualiste, elle est fondamentale. On ne peut pas être une entité sociale, il n'y a pas une solidarité structurée. On nous amène souvent des concepts qui font que, si nous les appliquons même, il y a un système exclusif qui est installé. Je pense beaucoup plus à une alternative générationnelle, mais souvent, ils mettent les femmes contre les hommes, les jeunes contre les autres, alors qu'il s'agit effectivement, excusez-moi, d'essayer de pouvoir combiner nos efforts, mutualiser nos intelligences et tirer les leçons de nos bilans. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Grand Ouzin. Et vraiment, félicitations à Aziz Salamon Fall et à l'équipe pour son engagement. Je me réjouis d'avoir rencontré ici des militants de gauche, Alioune Sané qui a parlé le premier, et le leader Mamadou Diop Decroix, militant de gauche, et Ibrahim Sall et mon ami Jules et mes sœurs également. Et c'est extrêmement important et très symbolique pour ce 15 octobre de célébrer un grand panafricaniste, un patriote conséquent, lucide, Thomas Sankara. Même si son discours était tranché, mais très lucide et très réaliste pour avoir fait des bons qualitatifs au Burkina Faso
en 4 ans. Et ce que Lénine disait, il alliait la théorie à la pratique, à l'action concrète sur le terrain. Et malgré tout ce qu'on disait de lui, il faisait ce qu'on appelait une analyse concrète de la situation concrète. Même s'il avait engagé la guerre des 6 jours, il s'est rebiffé rapidement. À la lumière de la thématique sur la dette, mais moi je me préoccupe de la situation sécuritaire dans notre sous-région et par rapport aux mutations politiques et changements politiques dans la sous-région qui nécessitent une lucidité politique dans la démarche et dans les prises de position. Cela veut dire quoi? On est d'accord pour lutter contre l'impérialisme occidental, en particulier français, pour sauvegarder davantage nos ressources naturelles, nos intérêts et surtout également pour aller vers ce que Alioune Sané appelle la souveraineté. Et ça c'est important. Mais cependant, ce qui nous menace gravement et dangereusement, la nouvelle menace, le nouveau péril extrêmement dangereux, mais c'est le djihadisme, c'est l'islamisme radical qui menace notre sous-région, qui change complètement les donnes, qui brouille les pistes. Et quand on parle d'impérialisme occidental, mais l'actualité également, c'est de parler d'impérialisme oriental, incarné par le mouvement djihadiste. Mais ce qui est grave, mais ce sont des forces de gauche qui flirtent avec ce mouvement islamiste. Ce qui est grave, ce sont des forces de gauche qui s'allient même avec ces mouvements obscurantistes, avec des prises de position obscurantistes. Mais c'est ça où se trouve la problématique maintenant dans notre sous-région. Mais ce qui se réclame de la gauche pactise avec les forces salafistes, mais djihadistes, et qui utilisent la démocratie comme instrument de combat et qui vont combattre demain la démocratie. Il y a eu l'expérience du Front islamique de Salut en Algérie, mais dirigé à l'époque par les Abbas Madani, les Ali Belhaj. Mais quand ils ont eu cette force, les premières victimes, ce qu'on appelle aujourd'hui les activistes, c'était des artistes, des écrivains. Et donc, actuellement, l'heure est à une lucidité politique et à un courage politique pour savoir que, mais les adversaires ou les ennemis, il y a l'impérialisme occidental, il y a l'impérialisme oriental incarné par le mouvement djihadiste et qui nous menace. Mais c'est dommage que des forces de gauche, que des acteurs de politique de gauche pactisent avec ces forces obscurantistes. Merci, je suis désolé. Bon, merci Aziz de nous avoir donné l'occasion d'échanger en ce 15 octobre sur Thomas Sankara, héros africain. Bon, ça fait depuis le 15 octobre 87, mais les choses n'ont pas encore changé réellement dans le bon sens. On continue de, j'allais dire, piétiner. Il faut en chercher les raisons. Bon, on dit gauche, gauche, révolution, révolution. J'ai beaucoup aimé, tu as utilisé la notion de classe. Ça n'a pas changé. Moi, je pense que globalement, en Afrique, les forces qui se sont réclamées de la gauche, qui ont porté le marxisme, le léninisme, le maoïsme, etc., c'était la petite bourgeoisie intellectuelle pour l'essentiel.
il n'y a pas eu, à mon sens, un renversement de la base sociale, comme on le disait à l'époque. Moi, je connais le Burkina. Était à la fête du 4 août à Bobo Dioulasso, invité par Sankara. Je suis resté là-bas 3 semaines, 1 mois après le 4 août 87. Quand j'ai quitté, 2-3 semaines après, c'était le coup d'État. Je voyais venir de toute façon. Je l'ai dit à mes camarades à mon retour. Oui, Sankara voulait transformer radicalement la société burkinabé et contribuer à la transformation radicale des sociétés africaines. Il a échoué, il n'a pas réussi parce que la base, ils n'ont pas réussi à renverser la base sociale j'allais dire de la révolution, ce qui portait la révolution. Cabral avait dit qu'il faut le suicide de classe. Ça n'a pas été opéré. Donc il faut regarder tout ça. Au Mali, la débat s'est réclamé de la gauche, a été dirigé par des gens qui ont étudié le marxisme-léninisme, la pensée Mao Tse-tung, etc., etc. Qu'est-ce que c'est devenu? Regardez la Guinée, qu'est-ce que c'est devenu? Etc., etc. Alors, à mon avis, ce sont vraiment ces questions qu'on doit se poser et auxquelles on doit essayer d'apporter des réponses. Les réponses, elles ne sont pas théoriques, elles sont pratiques. Je me rappelais l'autre jour, la 11e thèse, je crois, sur Feuerbach. On n'a fait qu'interpréter le monde, maintenant il s'agit de le transformer. Ici en Afrique, c'est ça la question. Bon, moi, même alors toi tu parles de ce que le Mali, le Burkina, le Niger veulent faire. C'est des militaires. C'est des militaires qui sont là-bas. Même s'ils ont de bonnes idées, c'est l'armée. Ce n'est pas le peuple qui est là. Ces gens-là, demain, un autre colonel peut venir, un capitaine, un commandant. Qu'est-ce que après ça change. On n'a pas, encore une fois, des forces politiques révolutionnaires de gauche qui puissent jouer un rôle central. Le M5 RFP, ils se sont battus au Mali. Mais le M5 RFP, c'est le M5 RFP qui a pu basculer IBK et provoquer effectivement son départ et l'arrivée de Goïta. Mais bon, depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai été là-bas parce que je pense qu'il faut encourager, il faut pousser. Mais bon, je ne peux pas aller plus loin dans ce type d'appréciation. Mais à l'une, Mandal, affaire bi war nañ ko seetaat bi nag c'est la théorie, c'est bien, mais il faut, en tout cas ñun la ñu déparé woon reenu réew mi. C'était ça qui nous avait un peu différencié de Oumar Diop, Blondin et autres. C'était l'enquête recherche organisation au sein des masses. Et ça avait quand même provoqué une évolution qualitative. Alors si on retourne à ça avec le bilan qu'on a dans la tête, on ira bien plus loin. Sinon, on va encore piétiner. Merci. Moi, concernant l'appréciation que les gens font sur la dynamique aujourd'hui unitaire entre les 3 pays, Burkina, Mali et le Niger, je pense que, à mon avis, dans ma lecture, qui a été précipitée pour une question sécuritaire comme d'autodéfense, de se sécuriser par rapport à une nouvelle dynamique. Je crois qu'il nous faut qu'à un moment donné interpeller aussi l'histoire, parce que c'est dommage de croire est parti. Quand Sékou Touré a opéré à une rupture directe, je pense qu'il y a énormément de cadres de RDA, entre autres, qui sont allés le rejoindre, même si pendant un moment donné, il y a eu des incompréhensions, quelque chose comme ça. Je pense que quand même, on pourrait faire la critique comme quoi que Sankara, pendant un moment donné, a connu la même chose, n'a pas eu le soutien des
en grande partie, d'une manière significative des forces de gauche et surtout de certains États qui auraient dû être des États dans une situation intermédiaire pour l'aider à avancer dans une grande partie. Bon, c'est vrai qu'il a eu, par rapport au Burkina, de ma compréhension, quelques partenariats, mais pas tellement dynamiques. Ce qui fait que, comme il le dit, qu'il a échoué, parce que je me rappelle de petites choses, quand il voulait, je crois, acheter un avion, je ne sais pas, il y a eu des difficultés, il a dit qu'il allait, je ne sais pas, il a essayé de faire quelque chose d'une manière très, pour ne pas dire artisanale, afin d'acquérir un avion ou bien d'en avoir pour les courses, quelque chose comme ça. Et pour certaines formes d'exploitation, de jouer sur le volontariat. Et nous avons compris qu'en ce moment-là, vers les années 80, vers les années 70 peut-être, le Cuba, entre autres, était plus impliqué en réalité pour aider les Africains, car sur le plan de l'approchement idéologique. Mais à mon avis, vers les années 80, les partis de gauche, en commençant par l'organisation que ça soit qui était là, qui y était, mais quand même je me suis dit que notre soutien n'a pas été dynamique dans la formation des cadres, dans l'organisation au niveau du mouvement. Par exemple, il y a eu effectivement réelle volonté au niveau du Burkina Faso, dès les premières heures, d'organiser les masses pour en faire une conscience collective révolutionnaire. Mais après la mort de Sankara, pour que ça s'estompe, et nos camarades s'y sont retournés. Et jusqu'à présent, je pense que ce bilan-là aussi, il faut que les gens le fassent par rapport à cela. Et je crois que cette histoire-là doit nous renseigner aujourd'hui ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina. Si la société civile conséquente, progressiste, si les forces de gauche conséquentes n'aident pas à l'organisation et à la formation, parce qu'ils n'y arriveront pas eux seuls, n'aident même pas à ce qu'ils trouvent des partenaires solides à les garantir. Parce que c'est vrai que notre cher ami et camarade Aline parle de l'impérialisme, mais on s'implique. L'impérialisme, on peut le configurer de quelle manière? Il peut y avoir demain l'impérialisme russe, l'impérialisme chinois, qui fait de sorte que comment nous, dans une dynamique de charte, eh bien, comment dans une dynamique unitaire, on trouve que voilà notre ligne qui fera de sorte qu'on peut traiter avec n'importe qui, on peut avoir n'importe quel partenaire qui fera de sorte qu'on est sûr qu'on peut, si on ne peut pas en sortir entièrement, au moins à moitié, et garantir notre souveraineté. Bonjour à tous, chers amis, chers camarades, chers frères, chers sœurs. Et merci Aziz d'avoir créé cette opportunité. Comme disait Grégoire, nous avons une opportunité de nous rappeler d'un grand Africain, quelqu'un qui était épris de justice. On parle bien de Thomas Sankara. Pour moi, Sankara, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est un certain nombre de valeurs. C'était une source de dignité pour les Africains. C'était évidemment un engagement. C'est une intégrité sans égale. C'était une conviction très ferme et une foi en l'avenir de l'Afrique et en la capacité des Africains de prendre en charge leur destin. Et je pense que ces questions-là restent valables et sont encore plus valables aujourd'hui que jamais. La situation que vivent l'Afrique et les Africains dans le continent comme dans la diaspora, c'est une situation qui n'est pas du tout jolie, pour le dire d'une manière très modérée. Et partout dans le monde, on vit que dans les difficultés, dans toute forme de dignité, quoi. Je pense qu'il faut retenir de Sankara, en fait, l'esprit de pourquoi il s'était battu, et l'esprit de son engagement. C'est pas forcément la forme qui est la plus importante. À mon avis, c'est l'esprit qui est le plus important. Et la forme, la manière dont il est arrivé au pouvoir, on sait que c'est un certain nombre de conditions qui lui ont permis d'opérer le coup d'État qu'ils ont opéré avec des camarades. Mais comme tous les coups d'État, en général, on se confronte à même les meilleurs intentionnés, même ceux qui sont assis sur des bases plus solides, on se heurte à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que je suis moins enthousiasmé par le régime militaire. La plupart
il y a un certain nombre qui ont fait la différence. Kadhafi a essayé pendant beaucoup plus longtemps. Nasser, ils ont venu et c'est devenu un début d'un processus de transformation important. Mais la plupart des coups d'État, même ceux qui sont progressistes au départ, se transforment souvent et les dirigeants se retournent face à des contraintes aux anciens camarades, surtout ceux qui tiennent les lignes les plus progressistes souvent. Et donc je suis beaucoup moins enthousiasmé par les militaires. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. On comprend la volonté d'opérer un changement, la volonté de transformer le continent, et on partage l'ambition et cette volonté avec ceux qui essaient de le faire aujourd'hui. Mais on n'oublie pas, en fait, tout ce qu'on a vécu aussi sur les militaires, même les plus progressistes. Ça a été toujours très difficile. Pour moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est comment faire pour transmettre les valeurs les plus essentielles et l'engagement à la génération montante. Et dans le temps, il y avait des organisations politiques structurées qui formaient des cadres, qui s'est formé, même les dirigeants s'est formé et qui s'inspiraient des expériences des autres et qui faisaient en sorte que la solidarité était une solidarité à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver cela et je pense que le spontanéisme n'a jamais réussi à amener le processus de transformation très très loin, quoi. Et donc, je pense qu'il faudrait que l'on s'organise mieux et que l'on sache aussi que le salut ne peut être que panafricaniste. C'est quand on se met ensemble qu'on va réussir de changer ce continent. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Sankara a été confronté à ce problème-là lui-même. Opérer une transformation, on peut réussir le coup, on peut tenir pendant un temps, mais dans la durée, c'est difficile de tenir pendant longtemps à l'absence des autres. Donc il faudrait que la solidarité se construise. Et on ne va pas attendre évidemment que tout le monde soit prêt pour commencer à faire le changement là où on peut le faire. Mais je pense qu'il faudrait, dans la mesure du possible, garder à l'esprit que c'est ensemble qu'on va pouvoir aller loin. C'est ensemble qu'on va pouvoir faire le changement. Et je pense qu'il faut saluer le courage que Sankara avait, sa clairvoyance, sa détermination. Il était en débat très dur, il a été combattu par les forces de gauche au niveau du Burkina pendant qu'il était au pouvoir, le PCRV et d'autres forces qui étaient organisées, qui étaient aussi convaincus qu'il fallait le changement au Burkina Faso et qui avaient emprunté un chemin différent. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des cadres de débat et des possibilités d'échanger sur le fond sans croire qu'on est les seuls à détenir la vérité. Je pense qu'il faut être ouvert et savoir mener le débat sur l'essentiel et créer des fronts, je voulais dire, et surtout savoir se rassembler sur l'essentiel pour pouvoir avancer sur le processus de changement. Sans cela, je ne vois pas comment on pourrait faire. Je pense que le sectarisme a fait trop de tort à la gauche. On est plus sévère à ceux qui sont censés être plus proches de nous qu'avec les ennemis souvent même. Et c'est ridicule. Et ça a empêché le mouvement progressiste d'avancer. Je pense qu'il faudrait savoir, aujourd'hui, s'en tenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, dans la plupart des cas, c'est même une question de survie d'abord. La deuxième chose, c'est que c'est comme si le monde entier complote pour nous tenir dans l'état dans lequel nous sommes. Et tout le monde voit quelles sont les tendances aujourd'hui. Dans quelques décennies, il y aura plus d'Africains au monde que n'importe quel autre groupe qu'on peut trouver. Il y aura plus de 2 milliards d'Africains sur la planète Terre dans moins de 30 ans. On sera peut-être chaque 5 personnes qu'on va rencontrer bientôt, une personne sera un Africain. Et ça, il faudrait qu'on sache peut-être réfléchir autrement et qu'on sache peut-être être plus imaginatif et plus osé dans la manière dont on envisage l'avenir et inventer des formes d'organisation qui permettent de rassembler et de rassembler sur l'essentiel pour pouvoir aller loin. Pour moi, je pense que Sankara, confronté à la réalité, a su faire preuve de créativité et d'imagination dans les limites de ce qui était possible en son temps. Je pense qu'il faudrait qu'on sache effectivement, et l'histoire de la pensée, ce qu'il disait le grand Décroix, et c'est par là qu'il faut commencer. On ne peut pas minimiser l'importance de la pensée.
Mais il faudrait qu'on sache réfléchir et penser la réalité et le changement qu'il nous faut à partir de là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que disait en ce sens Cabral en disant qu'il fallait qu'on sache penser avec nos propres têtes à partir de la réalité. Et je pense qu'il a essayé de le faire lui en son temps. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait tenir et faire l'effort aujourd'hui de comprendre les dynamiques qui existent aujourd'hui, où le monde est beaucoup plus complexe. Et aussi, les opportunités sont nombreuses, les moyens de lutte sont plus divers et s'en saisir pour pouvoir s'organiser. Et c'est essayer de tenir à l'essentiel, garder l'essentiel en vue et savoir faire un petit peu les compromis qu'il faut entre nous, entre amis, je ne parle pas des compromis, je ne parle pas de compromission. On ne compromet pas sur les principes. Mais je pense que par rapport aux contradictions secondaires, là, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait se rassembler pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Merci encore une fois à Aziz et à toute l'équipe et à tous les camarades de nous avoir donné l'occasion de nous rappeler de ces grands Africains qui a été Thomas Sankara. Merci Hussein. Bonsoir à tout le monde. En fait, je n'allais même pas prendre la parole, mais des mots m'ont interpellé et peut-être titillé. Excusez-moi du terme. En fait, Mamadou Diop Decroix est parti et j'aimerais bien qu'il reste. Moi, quand j'ai quitté les partis politiques, c'est au moment de l'entrée. Et j'ai entendu ici des gens dire que Thomas a échoué. Moi, je dis non. Il a été stoppé. Et avant lui, d'autres ont été stoppés. C'est vrai. Et je suis heureuse de lire Aziz quand, quelque part, on dit que certaines personnes vont être interpellées. Merci de penser à interpeller Compaoré et à aller réclamer plein de choses à ces gens au nom de l'Afrique. Parce que ça aussi, c'est important. Et quelqu'un avait dit, quand nous on était au lycée déjà, on le citait, que l'Afrique était mal partie. Et ensuite, j'ai entendu un président de la République du Sénégal, quand j'étais jeune, dire rendez-vous à l'an 2000. Ensuite, je suis devenue presque vieille et j'ai vu un président de la République du Sénégal élu pour 2 mandats et qui va terminer bien avant ses promesses, nous dire en 2035. Ce sera ceci ou cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut espérer et à quelle date pour le Sénégal, pour l'Afrique? Que pouvons-nous faire contre, en tout cas, ceux qui nous ont empêchés de bénéficier de Cheikh Anta Diop, de Kourouma et d'autres? Et parmi les mots qui m'ont titillé, il y a l'alternative générationnelle. C'est le concept que quand j'ai commencé à l'entendre, j'aurais voulu être là avec mes amis du Conseil sénégalais des femmes, car je leur disais que moi, quand je suis arrivée dans votre organisation, parce que nous l'avons créée, j'étais une jeune personne, une jeune dame déterminée, et j'ai côtoyé des dames à fin d'un certain âge. Et on avait bien conjugué nos connaissances et on était venu au bout de nos contradictions par rapport à notre divergence politique, en tout cas. Des femmes de toute obédience se sont retrouvées pour combattre un objectif commun et de toute façon, grâce à cela, nous avons réussi à mettre la parité sur le calendrier et les objectifs du Sénégal. Et celui qui se réclamait de la génération, de l'alternative générationnelle, à l'époque, je lui demandais souvent, est-ce que c'était un remplacement générationnel? En tout cas, j'aimerais bien que les gens aussi fassent un peu le bilan de ce remplacement presque systématique dans l'administration, dans les débats, partout où on dit où sont les jeunes.
Avant, oui, c'était un bon magnéta. Ouais, est-ce que, parce qu'on a tellement besoin de ces enfants dans le bol, qu'on doit voir n'importe quelle salle, mais et lui dit, rince-toi rapidement les mains et viens manger. L'art de vous dire, saleté. Et nous avons eu la chance de côtoyer de grands messieurs de ce pays, des connaissances sûres, avérées. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Moi, quand j'étais au lycée, on nous disait que le Sénégal n'avait pas de ressources naturelles, ceci, cela, qu'on avait juste phosphate et coton et une bonne ressource, comment on dit encore, humaine. Le Sénégal était riche en ressources humaines. Et quand je suis devenu un fonctionnaire de l'État, une grande dame de ce pays, on a découvert dans mon pays l'ensemble des richesses qu'on peut chercher dans tous les sous-sols du monde. Et on a le soleil, on a les terres, on a la boue, mais nous avons tout. Mais où est passée cette ressource humaine de qualité? Où est-elle passée? Moi, j'ai quitté les politiques parce qu'on était un groupuscule et on croyait à l'RNDP, n'est-ce pas, Ousseynou? Oui. Et en tout cas, en tant que jeune lycéenne, on a tout fait pour aller conscientiser, et dans les villages, et dans les villes, et dans les marchés, et avec nos propres moyens. Et le groupuscule poussait bien. Et quand on a décidé de se massifier, on a vraiment troqué nos militants qui ont eu juste des militants parce qu'ils ont convaincu avec ceux qui ont racheté des militants pour avoir un électorat et qui ont eu les moyens de les acheter en détournant les deniers publics. Au lieu d'aller les combattre, nous nous sommes dit non, il faut se massifier. Donc il faut aller faire un peu comme eux. Et c'est là où l'entrisme est de rigueur. C'est vrai qu'il devait faire le bilan. Et il a dit tout de suite que c'est le retour. On doit retourner à ce système de conscientisation. Voilà, merci. Mais le retour, c'est difficile de construire. Mais c'est encore plus difficile de détruire et de reconstruire dans des consciences. Un bâtiment, c'est un mur. Mais une conscience, on l'a construit, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit. Ah mais non. Et cette jeunesse-là, vraiment, je pense a eu la mauvaise chance de tomber sur des dirigeants politiques collabos. Et l'Afrique, ma seule question, c'est quelle espérance, pour quelle échéance. Mais quand même, ce que Thomas a fait, c'était allier et la théorie et les pratiques. Et quelque part, même si vous allez au Burkina, ça reste, ne serait-ce que sur l'habillement, sur l'alimentaire. J'ai interpellé un taximan burkinabé qui essayait de m'arnaquer et j'avais fait exprès juste pour le titiller. Je sortais de l'hôtel, j'ai pris le taximan et puis voilà, je lui dis, je ne connais pas bien votre pays, combien je devrais vous payer? Et il a augmenté le prix. J'ai rien dit. À mon arrivée, je lui ai dit, écoute, je suis déçu. Il m'a dit, pourquoi madame? J'ai dit, au pays des hommes intègres. Vous avez osé. Et il m'a tout simplement, il s'est confondu en excuse. Il m'a dit, mais est-ce qu'on a ça chez nous? Merci, je regrette d'avoir été aussi longue, mais quand même, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Christine pour ce témoignage. Donc, bon, malgré la qualité technique, elle essaie d'expliquer que bon, n'est pas Sankara ce qu'il veut et les tentatives du régime sont plutôt une pâle caricature de ce que Thomas Sankara a été au niveau de sa vision. Et l'incident sur l'enterrement de Sankara à la Sommette sans respecter les vœux de la famille ont été quand même quelque chose qui a fractionné non seulement les familles mais qui est déplorable mais qui permet aussi de juger la nature de ce régime.
Alors, on ne peut que remercier toutes les participantes et les participants à cette 36e commémoration. C'est sûr que pour le Grilla, qui a le même âge que la révolution du Burkina, c'est toujours très touchant. Nous sommes nés effectivement dans la même année et poursuivons le même idéal panafricain d'un développement autocentré. Je crois que c'est à la portée de nos pays. Maintenant, c'est une question de volonté politique. L'éveil de nos jeunesses doit se faire par une conscience, comme on l'a dit un peu plus tôt, au-delà tout simplement de l'emblème, c'est de comprendre la profondeur de l'œuvre, de savoir à quoi servaient ces projets de société. En même temps, nous demandons la mobilisation de toutes et toutes afin que nous puissions parachever les victoires juridiques que nous avons obtenues, car jusqu'à présent, Blaise Compaoré n'a pas été extradé et le volet international de ce procès n'a pas été fait puisque c'est dans la cohabitation entre Chirac et Mitterrand et les services américains que cet assassinat a été ourdi. Donc il y a un volet international à ce procès qui doit se faire. Et nos pensées, comme on l'a dit, vont à la résistance de tous les peuples du Sahel qui sont aujourd'hui assaillis par nos extrêmes droites obscurantistes. Et il y va du réveil de nos peuples contre le culturalisme et prendre conscience qu'une option séculaire, progressiste est encore possible pour l'édification d'un État confédéral, mais que ça suppose le sacrifice de générations entières pour lesquelles celles de Thomas, en tout cas, ont donné leur vie. Pour lesquels nous essayons de faire nos derniers efforts de transmission. Maintenant, c'est à la jeunesse de continuer ce travail, mais comme on l'a dit, nous sommes tous dans le même bateau, te dire au niveau. Donc, si nous regardons un cas de flou, maa ngi baalu nag ñi nga xam ne dégguñu wolof ndax jotaay bi yëpp ci nasaraan lañ ko defee fekk ci Sénégal leneen la ñuy làkk tey nag ku ñu ràññee ku ñuy wax Thomas Sankara moom la ñuy jooy ndax koo xam ne ku bëggoon askan la ku bëggoon askanu Afrique ñu jafandu ci liggéeyam yàq ko këpp ci suuf mujjee ko ba rey ko biñ ko reyee nag ci la ñu dem yoon suñu groupe bu ñuy wax Grilla ñu ànd ak suñu avocat ba àtte yi am daaw ñu condamné ñi nga xam ne ñoo defoon ba mu faatu waaye nag ki ci gën a sawar ci rey boobu bu ñuy wax Blaise Compaoré mi ngi làqatu ci Burkina Faso ci Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire nekk dëkk boo xam ne nag yàgg not Burkina Faso te moom mooy ànd ak tubaab yi ba léegi mais tubaab ñam fi nekk jaaxle nañu ndax li ñu fi téyoon duñu ko ba Mali Burkina ak Niger rocceeku nañu ci nguur yooyu ba tey ji xëy na ñu am ci ndam waaye ni ko Christine Paré waxee bu doon suñu sago mu nekk loo xam ne askan bi yëpp da ci bokk du nekk rek ay askari ak ay takk der ñooy téye nguur gi yëpp war nañ ci bokk jigéen ñi mag ak ndaw ñu jafandu pour ñu am fi naataange ni ko soxna si wax dañuy waaj di am ay espérance ñu naan ay atum dans 2000 ak ay 2035 waaye pexe bi suñu loxo la ne buñ ci jóge buñ ci jàppee ñu gëstu ci xam-xam yooyu xëy na ñu mën a fagaru fippu am ci ay xiwal loolu doon moo waraloon daal tey jotaay bi ñu ngi gërëm suñu mbokk yi teeru ak ñi nga xam ne tam bëggoon nañu ñëw te macha allah def nañ leen kàttan waaye ñëw ñu waaye comme enregistrement yi baa ngi fii dinañ ko seetlu. Donc on remercie toutes et toutes d'avoir pu le faire. Je partagerai le lien Zoom qui a été enregistré de cette conférence qui portait vraiment sur la lutte contre l'impunité et l'identité de l'effort de Thomas Sankara et la nécessité qu'on ait un front uni pour la dette. Et aujourd'hui se clôt le sommet de la Banque mondiale et du Fonds monétaire au Maroc. Et c'était une occasion de réitérer la question de la suspension et de l'annulation de la dette que Thomas Sankara avait proclamé à Addis Abeba, ce front uni de la dette. Et nous nous appelons aujourd'hui à un front uni des emprunteurs. Et j'ai essayé d'expliquer les avantages qu'il y aurait à faire cet effort d'unité. Donc je remercie, merci d'avoir été là dans ce centre de Bopp qui nous a accueillis et bonne connaissance. Bon voilà les amis, merci, je vais devoir clore. Merci beaucoup.